Mais on s'était posé la question, et il y a des gens qui la posaient sérieusement, la question. Mais quant à moi, c'est une question de crayon. Votre œuvre, vous me dites, ça n'a plus rien à voir. Bien, si ça n'a plus rien à voir, ça n'a plus rien à voir. Les morceaux que vous avez tirés d'ici et de là sont un simple crayon. C'est une plume, c'est un pinceau, c'est de la couleur. Ce qui fait que je peux faire un montage. Et si ce que je vois devant moi, ce n'est plus l'œuvre première, c'est totalement une nouvelle composition, bien, je ne suis pas en train de reproduire une œuvre préexistante. Et on se comprend bien. Les tribunaux, comme la société, ont bien vite compris que des gens se disaient à une certaine époque, « Bien, moi, je vais prendre ça, je m'assois avec un dictionnaire, des synonymes, et je réécris. C'est plus la même chose. » Ah non, les tribunaux ont dit, « Tu es en train de t'emparer du travail fait par quelqu'un. Tu maquilles, tu déguises. » Et on a donc inventé ce qu'on a appelé l'imitation déguisée. Je copie en essayant de masquer mon empreinte. Au Canada, le principe général, il y a des exceptions pour la photo. Le principe général, une œuvre est du domaine public la 50e année suivant le décès de son auteur. Mais ça, c'est au Canada. En France, c'est pas ça. Aux États-Unis, c'est pas ça. Et une petite mise en garde. Vous allez comprendre très vite, j'ai un client qui faisait des bijoux à partir de tableaux. Petit bout de tableau, fait un bijou. Pour une des reproductions, l'auteur du tableau original les œuvres étaient du domaine public, au Canada. Donc, il avait vérifié avant. Ah, ça fait plus de 50 ans qu'il est décédé. Donc, je peux copier son tableau et en faire des bijoux, des reproductions tridimensionnelles. Puis il était bien content, puis son objectif était de vendre aux États-Unis, dans les musées américains. Il envoie son stock à New York, premier envoi. Et à New York, on lui dit, « As-tu été autorisé pour faire les reproductions? » Il répond, « Bien, je n'ai pas besoin, c'est du domaine public. » Et le musée lui répond, « Ben non, c'est parce qu'aux États-Unis, c'est 75 ans, pas 50. » Et donc, les bijoux étaient, aux États-Unis, des contrefaçons. Ils étaient légaux ici, ils étaient légaux, ces bijoux ici, mais des contrefaçons aux États-Unis. Tout comme ça aurait été des contrefaçons en France, où c'est aussi 70 ans. Tout auteur peut intenter une action dans l'État de son choix, là où il y a violation de ses droits. Donc, je suis un Français, je peux poursuivre au Canada. Je suis un Canadien, je peux poursuivre en France. Je suis un Canadien, je peux poursuivre aux États-Unis. Je suis un Américain, je peux poursuivre au Canada. Et je poursuis là où les violations sont commises. Sur Internet, c'est encore plus nuancé, parce que sur Internet, je peux poursuivre là où mon œuvre est reçue. Oh, que c'est large! Ça veut dire que, par exemple, je peux poursuivre du Canada quelqu'un qui met une œuvre en ligne que je peux recevoir au Canada, même si le serveur est aux Bahamas. Je peux poursuivre au Canada. Parce qu'Internet a cette particularité de faire en sorte qu'une personne peut mettre en ligne quelque part et communiquer une œuvre, par exemple, au Canada. Et je pourrais poursuivre au Canada. Peu importe ma nationalité. En fait, je devrais faire des petites nuances parce que si je ne suis pas membre comme individu d'un État qui n'est pas membre de ce qu'on appelle la Convention de Berne, ils sont très peu d'États qui ne sont pas membres, je ne peux pas profiter des règles applicables à tous. Mais c'est vraiment le cas rare. Mais généralement, donc, on prend pour acquis que peu importe ma nationalité, je peux poursuivre là où mes droits sont violés. Et en principe, pour la durée de protection. Je vais vous donner un exemple d'une productrice de film. C'était le centenaire de l'aviation. Je ne me souviens plus trop quand, je n'ai pas notion du temps, mais disons 95. Ça tombait, le centenaire de l'aviation, l'année du 50e anniversaire du décès de Saint-Exupéry. La productrice de film, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire un film sur l'aviation. Et on pourrait prendre le petit bonhomme, Saint-Exupéry, de Saint-Exupéry, le petit prince, puis mettre dans le film.
elle me pose la question, est-ce que je peux faire ça? Puis ma réponse, je la résume rapidement, c'est non. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en France, le droit d'auteur, théoriquement, durait 50 ans comme ici, à l'époque. Maintenant, c'est 70 ans et 75 ans selon le cas. Mais à l'époque, c'était 50 ans. Mais pourquoi je ne pouvais pas, même si c'était 50 ans comme ici? Parce qu'en France, pendant une période de guerre, on suspendait les droits d'auteur. Donc, on ne les calcule pas. Et comme Saint-Exupéry a été nommé pour brave de la patrie, en tout cas, les Français aiment bien ça, nommer les gens, un gros titre, voyons, il y a un mot pour ça, mais en tout cas, la patrie lui rend hommage, et parce que la patrie lui rend hommage, il y a une extension de droit d'auteur. Ce qui fait que les œuvres de Saint-Exupéry, encore aujourd'hui, sont protégées en France, parce qu'ils profitent déjà d'un délai de guerre qui était suspendu, et en plus, l'honneur qu'il s'est mérité de façon posthume a fait en sorte que les droits d'auteur sur ces œuvres continuent. Et qu'est-ce que j'ai dit à ma productrice de film? Écoute, si tu veux juste le vendre au Québec, là, je veux bien. Ou au Canada, je veux bien. Bien, ton but, ce n'est pas juste de le vendre au Canada. Ton but, c'est de vendre ton film partout. Et comme tu ne peux pas le vendre en France, ça va te donner quoi, là? Puis s'il arrive ton film en France, par hasard, il y a quelqu'un qui a acheté des cassettes ici, il est fait jouer en France, paf, poursuite contre toi, tu vas être obligé de te défendre dans une action de violation de droit d'auteur. Ce qui fait que, voyez-vous, même si ici, je n'ai pas de droit, ou l'œuvre n'est plus protégée, il faut quand même que je réfléchisse à est-ce qu'ailleurs je pourrais me promener? Et évidemment, votre but, surtout si on parle de web, n'est pas de faire une œuvre pour la laisser à Montréal, là. Votre but est de faire une œuvre qui circule le plus amplement possible. Et c'est la raison pour laquelle on doit penser aussi à ce qui se fait ailleurs. Si on parle de l'œuvre musicale, parlons toujours du 50 ans suivant le décès. On pourrait parler des artistes-interprètes qui se sont vus reconnaître certains droits. Leurs droits, pour les artistes-interprètes, durent 50 ans de la captation. C'est un cas à part. Mais si on parle des auteurs d'œuvres par opposition aux interprètes, c'est toujours le 50 ans suivant le décès. Théoriquement, je ne peux donc pas capter une œuvre, qu'elle soit musicale ou autre, en faire une captation, sans l'autorisation du titulaire des droits. Je suis en train de voir une pièce de théâtre, je n'ai pas le droit d'en faire une captation, si c'est protégé par droit d'auteur, et en principe, ça le sera. Ne serait-ce que, même si c'était du Molière, j'aurai des décors qui auront été faits aujourd'hui. J'aurai une mise en scène particulière sur laquelle il y a des droits. Ce qui fait que, bien sûr, Molière ne viendra pas se plaindre, mais le metteur en scène, oui. Les gens au décor, oui. Les gens au costume, peut-être que oui. De sorte que vous voyez, encore là, je suis confronté aux droits de quelqu'un. Et je ne suis pas libre de reproduire, même si c'était une pièce de Molière. Parce que j'ai des gens qui, pour les fins de la représentation, sont venus greffer des droits d'auteur en raison de leurs prestations à eux, en termes de décor, de costume, mise en scène, par exemple. Le droit d'auteur, il est, dit-on, de protection automatique. Vous êtes en train de faire clic, il y a un droit d'auteur qui vous tombe sur la tête. Je suis en train d'écrire chez nous, il est minuit soir, encore là, il fait pas clair. Je suis en train d'écrire, il y a un droit d'auteur qui me tombe sur la tête. On dit qu'il est de protection automatique. Le simple fait de la création de l'œuvre entraîne un droit d'auteur qui naît. Et c'est à opposer à d'autres types de droits de propriété intellectuelle. Par exemple, un brevet d'invention. Un brevet d'invention, je l'ai uniquement si le Bureau des brevets m'a émis un papier qui reconnaît que j'ai créé une invention. Mais pour le droit d'auteur, je n'ai pas besoin de papier.